Je ne me prends pas pour un grand garçon, je ne me prends pas un type qui tous les matins se lève dans la peau d'un imbécile et a sa journée entière à remplir pour essayer d'en sortir. La famille directe, père et mère, a certainement une influence décisive sur beaucoup de gens. Sur moi, elle a eu l'importance d'être un milieu parfaitement harmonieux, simple, digne et pas bourgeois du tout. Pratiquant du côté de ma mère les arts de la musique, sérieusement, professionnellement. Du côté de mon père, un métier qui était destiné à périr, c'était dans la ville, dans la métropole de l'horlogerie, de la montre, à la Chaux-de-Fonds où je suis né. C'était le métier de fabricant de cadrans d'émail blanc, n'est-ce pas? Métier qui est certainement l'un des plus difficiles artisanats existants. Et mon père l'a pratiqué avec toutes les difficultés que ça comportait, auxquelles j'assistais directement ou indirectement, mais que je pressentais. Je n'ai jamais eu aucune envie de suivre cette vocation. Mon père n'a jamais eu l'envie de me la proposer. Je faisais allusion à mon frère qui était destiné à la musique, il avait l'audition absolue, etc., etc. On en a fait un violoniste qui a commencé à 8 ans, n'est-ce pas, qui a donné un concert à 11 ans déjà. Et toute l'activité de la famille s'est concentrée sur lui. Pendant ce temps-là, j'étais maître dans la rue, au quartier, avec les copains, et j'ai fait mon petit chemin seul. J'ai quitté l'école à 13 ans. Je disais que j'aimerais dessiner. J'avais la manie, la marotte du dessin. Alors on m'a fourré dans une école appelée d'art, école d'art. Seulement le premier jour, je suis rentré à la maison en disant vous savez pas ce qui m'arrive, ils me font graveur de boîte de montre. Alors mon père m'a dit écoute, c'est toujours un métier. Il vaut mieux ça que rien du tout. Et alors, j'ai trouvé ça un peu saumâtre parce que ça ne me plaisait pas du tout de graver des fondements pour le sud de l'Amérique, n'est-ce pas, pour l'exportation. J'avais été l'objet de l'attention d'un maître qui était épatant, qui s'appelait Le Platinier. Il m'aimait beaucoup. Et il m'a dit, tu feras autre chose, on va voir, on va voir. Puis un jour, il m'a déclaré, tu seras architecte. Alors c'était la tuile. J'ai dit, jamais de la vie, je déteste ça, je déteste ce métier-là. J'avais comme preuve à l'appui les maisons qu'on faisait chez nous. C'était pas très drôle, c'était pas épatant, ça ne me disait rien du tout. J'avais dans mon école d'art un membre de la commission qui devait se faire une villa. Je suis allé, je lui ai dit, je vous fais votre villa. Et il m'a dit, mais enfin, tu n'es pas architecte. J'ai dit, non, mais si, mais je peux le chercher. Pourquoi pas? On fait une maison, ça se fait comme autre chose. Et je lui ai fait des plans, il a été épaté. Et je l'ai eu, si je peux m'exprimer ainsi. Il m'a donné la commande de sa maison. J'avais 18 ans quand j'ai eu la commande. J'ai fait de 18 à 19 ans. Ça m'a déjà valu les premières escarmouches sévères de l'opinion. Et ça a continué sans arrêt. Mais ça m'a permis de tenir des pierres dans mes mains, des briques, et quand ayant une brique dans une main, me dire si j'en mets 1000 au même endroit l'une sur l'autre, c'est sacrément lourd, n'est-ce pas? Et je me suis occupé de la question des matériaux, de la valeur spécifique des matériaux, et j'ai senti que bâtir, c'est employer des matériaux, c'est se soumettre aux lois de la résistance, c'est inventer des moyens de vaincre la résistance des matériaux.
Et ainsi de suite, je suis devenu architecte dans le sens le plus licite vis-à-vis du bon Dieu, mais non pas vis-à-vis des écoles peut-être. Après ça, je suis parti avec quelques sous dans ma poche, ce que j'avais gagné à faire ma maison, c'était 1500 francs. Et puis je suis parti vers l'Italie. Pourquoi vers l'Italie? Pour voir des choses désintéressées, n'est-ce pas? Pourquoi pas dans une école comme mon père me conseillait d'aller? Je disais dans quelle école? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que je vais apprendre. Je vais d'abord voir ce que j'ai à apprendre. Je me suis acheté la petite caméra Kodak que Kodak vendait 6 francs pour pouvoir vendre de la pellicule à tous les idiots qui employaient ça. J'étais du nombre. Et je me suis aperçu qu'en confiant mes émotions à un objectif, j'oubliais de les faire passer par moi, ce qui était grave. Alors j'ai laissé tomber la caméra Kodak et j'ai pris mon crayon, mon carnet de poche. Et depuis, j'ai toujours dessiné n'importe où, n'importe quand, y compris le métro, n'importe où. Je dessine tout le temps pour noter, pour voir. Quand je vois, je note, j'inscris. Parce que quand c'est passé de ma main dans ma tête, c'est inscrit, ça y est. Tandis que si c'est passé de mon doigt qui pousse un petit bouton de caméra et que ça s'inscrit sur une pellicule, je ne suis pas entré dans le jeu. Mon maître avait eu un enseignement épatant. Il disait que tout s'arrêtait avant la Renaissance, au Moyen-Âge y compris, et c'était un langage de force qui est valable encore aujourd'hui et qui, du point de vue didactique, n'est pas sot. Je suis arrivé, par exemple, devant les marbres immaculés de la cathédrale de Pise, comme disait Taine dans son bouquin que je lisais dans le train pour arriver à Pise. Et quand j'arrivais à Pise, je trouvais du marbre qui était brun comme des noisettes bien mûres, n'est-ce pas? Alors je me disais, il y a une différence entre les événements littéraires, les appréciations littéraires et les faits réels, et ainsi de suite. Ça a été tout le temps la même histoire, n'est-ce pas? Je suis débarqué à Paris en 1908, j'avais plus un sou, à peu près. Et alors, je me trouvais perdu, j'entendais bien des bruits de fourchettes derrière les portes, mais moi, je ne savais pas que faire, je ne savais pas où aller, je connaissais personne dans Paris. Pas de référence, plus rien. Alors, un jour, par hasard, je vois le bottin d'artiste, je l'ouvre et je vois un nom, Eugène Grasset, qui avait fait une réforme d'art décoratif assez importante qui nous avait impressionnés dans mon école d'art. Alors là, je feuillette, je trouve son adresse, je dis, je vais le voir, je lui dis, j'arrive, je prends mon cartable contenant mes dessins d'Italie. Il me refoule en me disant, j'ai pas le temps. Je mets le pied entre la porte et je dis, je veux vous voir tout de même. Je pousse la porte, j'entre dedans, j'ouvre mon cartable, il s'arrête pile et il dit, ah bah, allez, asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Il regarde ça avec un très vif intérêt. Il me dit, c'est bien. Et il commence à m'expliquer un tas de choses. Et la fin de sa conversation était celle-ci. Il m'a dit, je veux vous dire quelque chose, je vais vous faire un compliment. Vous savez écouter, c'est beaucoup dans la vie. Il m'a dit, il y a des gens qui s'appellent les frères Perret, qui mettent du béton dans des caisses en bois avec du fer, et puis ça tient, c'était pas tant, paraît-il. Alors je suis allé voir Auguste Perret, qui, avec le coup du cartable et des dessins d'Italie, il m'a engagé du coup, et il disait avec une voix de clairon, moi je fais du béton armé. C'est une proclamation telle qui lui valait la haine des architectes, ses confrères, et d'être accusé de n'être pas architecte, n'avoir pas le droit de prétendre à ce titre. J'ai voyagé encore, je suis allé voir Peter Behrens à Berlin. C'était un homme qui était le Perret de l'Allemagne. Puis après, je suis parti, sac au dos, à travers les Balkans, la Bohème, les Balkans, et la Grèce, etc. Tout ça sous prétexte d'aller voir des Grécos qui se trouvaient à la cour de Carmen Silva de Roumanie, n'est-ce pas? J'ai eu cette chance, c'est de n'avoir jamais été dans une école,
et d'être parti à 20 ans, 21 ans, 22 ans, à travers les Balkans et l'Asie mineure et la Grèce et la Turquie, avec un sac sur le dos pendant 7 mois, et d'avoir vu à pied, par toutes sortes de véhiculages possibles, l'architecture, c'est-à-dire ce qui s'étendait sous mes yeux. Parfois, il y avait un temple, mais pendant des journées entières, il y avait des maisons, des fermes, des murs de clôture, des puits, des choses de toutes sortes en bois, des baraques, ou des assemblages de pierres modestes, ou des plâtres. Et l'architecture était toujours là-dedans, quand il y était, bien entendu. La palissade me permet de dire que les architectures folkloriques qui ont mis des siècles à s'établir sont en général des porteurs d'architecture. J'ai dû revenir dans mon pays natal où j'apportais avec une chaleur immense tout ce que j'ai pu acquérir pour le mettre à disposition. Je me suis aperçu que quand un homme entre dans une assemblée qui est constituée, il dérange quelqu'un ou il prétend déranger quelqu'un. Alors ça n'a pas été très épatant. Je me suis installé en France définitivement en 18. J'étais administrateur délégué d'affaires techniques, il y avait des difficultés d'ailleurs, etc., etc. J'ai une usine, j'ai dirigé des fabrications. Et puis alors, j'ai commencé tout de suite par les jeux du hasard à mettre les pieds dans l'art élevé grâce à une camaraderie qui a été d'une durée limitée avec aux enfants. Qui m'a dit, vous êtes un tempérament d'artiste, je vous ferai une prophétie, on ne bâtira jamais pendant 40 années, mais on s'occupera de peinture. Moi, je ne demandais pas mieux que de m'occuper d'art, et j'ai accepté la proposition. Nous avons commencé à travailler le soir et la nuit. Moi, c'était le seul moyen qui m'était rendu possible. Et le samedi après-midi et le dimanche, jusqu'au soir à 8 heures, je peignais. C'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier tableau qui s'appelle La Cheminée et qui est un tableau qui est décisif, qui est peint comme une planche de porte et impeccable, ça ne saute pas, c'est impeccable comme peinture. Nous devions voir une exposition importante chez Druet. C'était des toiles de 40, il y en avait une vingtaine de chacun de nous, 2 enfants et de moi. Et je crois que ça a été une fois belle exposition. Et les amis appelaient ça de la cambronne, pour ne pas employer le mot. Mais dites-moi, est-ce que vous ne trouvez pas que Mondrian, par exemple, a beaucoup regardé ce que vous faisiez à cette époque-là? Ah non, lui était avant nous. Il était avant nous, il faisait des carrés, lui, avec Van Desbourg. Et alors, nous étions à nous révolter devant tant de sagesse, trop d'ascétisme, n'est-ce pas? Et nous avons fait cette peinture qu'on appelle purisme. C'est un mot que je n'aime pas, moi, parce que ça fait triste, quoi. Je ne suis pas d'accord du tout. C'est pas moi qui l'ai inventé, n'est-ce pas? Mais enfin, ça a été baptisé comme ça, non pas par des adversaires, mais c'était aux enfants qui inventaient le mot. Moi, je n'avais pas idée de baptiser quelque chose que je fais.
Je n'ai pas trouvé des noms de baptême, je ne fais pas du courbisme, je ne fais pas d'isme, je fais du travail. En 18, je me suis trouvé être fondateur avec aux enfants et dernier fondateur et directeur de la revue L'Esprit Nouveau. Au dernier moment, les épreuves étant faites et les placards sous nos yeux de numéros, aux enfants m'ont dit, je crois que tout de même, il faudrait faire quelque chose sur l'architecture. Alors j'ai fait quelque chose que j'ai écrit un samedi soir, je me rappelle, il fallait les coupures le lundi. J'ai écrit 3 rappels à messieurs les architectes et j'ai dit je les mets sous un autre nom, je m'appelle Jeanneret à mon état civil et alors je l'ai mis sous le nom de Le Corbusier. Et ce tonnerre de Le Corbusier, il est né ce jour-là avec ce premier article et les suivants, ça a fait du pétard. Le Corbusier est devenu mondial le premier jour. Trois rappels à messieurs les architectes, le plan, le volume, la surface, qui m'ont valu des petites rognes de la part de la profession qui ont trouvé que je manquais de politesse. Or, je rappelais tout simplement des choses qui sont fondamentales. Cet article a éclaté partout. Nous avons eu des lettres de tous les pays. Nous avons eu ensuite les visites de tout le monde qui venait voir le dénommé Corbusier. J'avais parfois peine de me dire que c'était moi qui étais le type en question. C'est en 1922 que pour la première fois j'ai fait une maison pour un monsieur et une dame qui avaient lu ces articles de l'Esprit Nouveau. J'étais des petits rentiers, ils m'ont demandé de leur faire leur maison en Vaucresson. Je l'ai faite, ils étaient gentils comme tout. Et voulez-vous une histoire comique? La semaine dernière, j'ai reçu une lettre avec une écriture un peu faible, un petit peu hésitante. Je suis Madame Benuste, j'ai 94 ans, c'est vous qui avez bâti la première maison que vous ayez faite, c'est vous qui l'avez faite. J'ai entendu parler de vous à la radio, alors je vous écris pour vous dire bonjour. Cette petite maison m'a donné un mal incroyable, et en particulier la fenêtre des WC qui n'arrivait pas à se mettre d'accord avec les autres, n'est-ce pas? Et ça a été une histoire considérable. Je me souviens même, nous portions un soir pour aller au cirque d'hiver, et tout à coup, dans l'ascenseur, j'ai dit, tiens, ça y est, j'ai trouvé. C'était une fenêtre de WC qui était capitale dans mon affaire, parce qu'autrement, c'était une fenêtre qui était disparate. Alors, ma fenêtre était faite dans l'unité de l'ensemble. Ça a l'air de rigolo de dire des sottises pareilles, mais c'est capital, c'est la réalité même.
Temporal est venu me demander au nom du Salon d'automne de participer à l'exposition d'urbanisme. C'était la première exposition d'urbanisme en France. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que l'urbanisme? Eh bien, l'urbanisme, c'est la rue, c'est les boutiques, les devantures, les enseignes, tout au plus, on peut même admettre que c'est le corridor qui va jusqu'à la cage d'escalier, le pommeau de la cage d'escalier dans la maison. Alors, je lui ai dit, bon, ben moi, je vais vous faire une fontaine, une grande fontaine monumentale, et derrière, j'aurai une ville de 3 millions d'habitants. Et la petite blague que je lui ai jouée, c'est que j'ai pas fait la fontaine, mais j'ai fait l'étude théorique d'une ville contemporaine de 3 millions d'habitants, une étude complètement coordonnée et fondamentale, dont toutes les bases sont valables, même aujourd'hui, dans l'urbanisme d'État moderne, dans toutes les villes. Ça m'a valu de Léandre Vaillat ce mot admirable, qui, passant là-devant, il a dit la droite est allemande et la courbe est française en parlant d'urbanisme. J'ai apprécié la sagesse du verdict. Le soleil d'abord. Le nord. L'est et l'ouest. Jamais d'appartements au nord. Des appartements au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'est et à l'ouest, à l'est et à l'ouest. Puis le problème apporté à la solution de l'automobile, séparation absolue du piéton et de l'automobile. Voici les portes des maisons. Elles sont distantes de 200 mètres l'une de l'autre. Puis voici les autostrades pour les voitures automobiles à grande vitesse. Elles sont indépendantes de la situation des maisons. Puis des terrains de sport, un stade, une piscine, des terrains de tennis, de basketball, puis les chemins des piétons. Les piétons ont des chemins rapides qui passent à travers au-dessous des maisons, des chemins de promenade, puis des parcs plantés autour des chemins, autour des stades, autour des terrains de tennis et de football, et ainsi la ville se couvre de verdure. C'est une ville verte construite à 12% de surface bâtie et à 88% de parcs. J'ai été émoustillé la première fois à la Chartreuse d'Aima, en Toscane, où j'ai vu organiser magnifiquement, mais pour le silence, là, pour la méditation, les problèmes de l'individu le plus total et de la collectivité la plus harmonieuse. J'ai toujours senti qu'il y avait un binôme dans lequel s'inscrivait la possibilité d'une harmonie. Et j'ai cherché, dès mes débuts, à faire des villes qui comprissent précisément la solution à ce binôme, la réponse à ce binôme, permettant alors de plus l'intervention des conditions de nature. Tout ça se tient, c'est une immense symphonie qu'il faut jouer, c'est pas facile, c'est compliqué, mais les techniques modernes permettent d'y répondre parfaitement. Le problème qui est en vue est celui de la maîtresse de maison. Eh bien, dès qu'il y a 300 maîtresses de maison sous la main, si vous les mettez ensemble, vous leur assurez à chacune l'isolation, la solitude et le non-voisinage, si paradoxal que ceci puisse paraître, n'est-ce pas? Et je l'affirme, ils auront la solitude, la possibilité des services communs, du gardiennage d'enfants, des maternelles, des clubs de jeunesse, du marché de l'alimentation à domicile,
Pourriez-vous nous donner quelques détails sur la façon dont vous entendez libérer la maîtresse de maison de ses charges Si vous faites une unité d'habitation sous forme de 350 maisonnettes disposées dans des jardins, vous n'arriverez pas à réaliser la synthèse et le synchronisme des opérations quotidiennes qui se font à l'intérieur d'une journée solaire de 24 heures. Mais si vous groupez les 350 maisons les unes sur les autres, d'une certaine manière savante et bien ordonnée, vous arrivez à briser toutes les distances, à économiser les distances, à les supprimer et à permettre la réalisation des fonctions qui s'opèrent et qui doivent s'opérer heure après heure, minute après minute, et qui constituent ce qu'on appelle la vie domestique. Les charges ménagères commencent au ravitaillement qui se trouve réalisé par la coopérative de ravitaillement, laquelle est située au cœur du bâtiment. Ensuite, et c'est là que l'unité d'habitation groupée permet d'avoir le soleil, l'orientation absolument optime pour chaque logis, pour chaque endroit du logis, puis ensuite d'avoir l'espace, ce qui est une des choses que tous vont rechercher au bout des kilomètres des banlieues, et la verdure, phénomène également mis à disposition autour même de la maison grâce au groupement. Je place un homme sur son plancher. Je place un plafond, une surface de verre au-devant de lui, le pan de verre des immeubles modernes. L'œil de cet homme. Je place le soleil. Je place l'espace, les arbres. C'est fini? Le logis est conditionné. Je multiplie, je installe tout l'édifice sur pilotis. Les pilotis permettent dorénavant aux habitants de la ville de passer sous les maisons, aux rues et aux autostrades d'y passer également. La musique se développe au cours du temps, n'est-ce pas? Et l'architecture se développe également. C'est la même sorte d'événement qui se passe dans le temps et l'espace. Car l'architecture ne se voit pas d'une fois, elle se voit en la parcourant, en se tournant. Les hommes ont les yeux devant et non pas autour de la tête, n'est-ce pas? Et qu'ils ont les yeux 1,60 m au-dessus du sol à peu près. Et que c'est péremptoire pour considérer les œuvres de l'architecture. Et que c'est ça la clé qui sert à faire des œuvres architecturales. Quand vous le concevez, il faut penser qu'on tournera tout autour. Mais pour réaliser ces bâtiments, je crois que vous avez été un des premiers à concevoir la nécessité d'industrialiser les différents corps de métier. Depuis longtemps, la vue du Parthénon en Grèce avait éveillé en moi le goût de la perfection. Et cette perfection, je l'ai discernée dans notre civilisation moderne comme étant apportée automatiquement par le machinisme. Le machinisme n'étant pas un épouvantail et un facteur de laideur, mais au contraire étant un outil extraordinaire de perfection.
Le tout est de conduire la perfection vers ses fins de nature harmonieuse, je dirais pas esthétique, mais enfin harmonieuse. Alors la perfection, vient du standard, c'est un mot affreux qui a encore m'a valu toutes sortes d'insultes et de reproches. On a dit veut faire des standards, mais bien sûr, le temple grec est un standard, les madones de la Renaissance ou gothique sont des standards, et les byzantines aussi. Toute la pensée humaine agit sur des standards, c'est-à-dire cherche à se préciser sur des thèmes essentiels, choisis, enfin mis au point, et qui permettent une mise au point incessante, au lieu de divaguer dans toutes les directions, et dans la cacophonie. Le standard conduit à la perfection, c'est la chose que je me suis permis d'affirmer, et le standard, c'est donc de reconnaître des éléments permanents dans des choses. Et c'est la recherche de ces éléments permanents nous met en travers de la route l'homme, la présence humaine. Et ça, c'est encore un phénomène révolutionnaire d'oser prétendre que les choses, que nos agissements sont destinés aux hommes. Elles avaient parfaitement échappé, elles échappent parfaitement actuellement à notre emprise dans le monde entier. Nous sommes dans l'âge des robots et tout mon travail était au contraire d'humaniser les choses et de les mettre à l'échelle humaine. Alors, parlant standard, production en série et mass production pour que tout le monde en ait son compte, n'est-ce pas? J'ai été conduit à rechercher au cours de ma vie des mesures de nature harmonique et d'essence mathématique. Et c'est encore un mot épouvantable, ça tue la poésie, paraît-il, alors que c'est l'essence même de la poésie. Jonas. Là, voilà. Adresse la parole à ton chat. Prends Jonas sur tes bras et puis dis-lui du boniment. Viens, Jonas. Il est là? Arrête comment tu le quand même. Allez. Gueule, hein. Ronronne. Ça crie pas les chats. Non, c'est muet. Attention, tata. Ouais. Il va peut-être boire du thé. Alors, tout ira bien. Je te raconte, hein. Il va te prendre ta tasse, tu verras. Ouais, tu quoi? Oui. Non, ça va, non. Il ne boit pas, il ne mange pas, il est inquiétant. Oui, la petite mère, ben voilà. Bon, sur ces entrefaites, un petit gâteau. Merci, j'en ai assez. Est-ce que tu as reçu l'article de M. Borel sur la petite maison? Encore? Non. Tu l'as pas reçu? Non. Mais il te l'a envoyé. Borel? Borel, le colonel Borel, Charles Borel, a écrit un article dans l'essor qui est très jolie française. Que Buller qui a écrit, qui a envoyé un papier. Que Lord Buller n'a rien encore écrit dessus, mais il en fait un. Enfin, j'aurais fait au moins quelque chose dans ma vie, j'aurais fait une petite maison dans ma vie. Ouais, ah oui. Alors, à 67 ans, on reconnaît qu'enfin j'ai fait une petite maison. Je m'en fous pas mal, mais enfin, c'est ce qu'il y a de marrant. Là, il y a l'unanimité totale. Ça, alors, ils sont bien d'accord. Oui. Ouais. Ça, c'est plaisant. Alors.
Enfin, ça vaut la peine d'avoir fait des projets de plusieurs millions d'habitants pour en avoir fait pour Madame Damas faire une petite maison. Je ne crois pas. Ça casse tout. On m'avait dit, vous n'avez pas étudié le latin, vous ne pourrez jamais écrire. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas le latin, on ne peut pas écrire quand on n'a pas fait de latin. J'ai fait actuellement une masse de bouquins inénarrables, si vous voulez, ou non, que je n'ose pas dire, et qui sont traduits maintenant dans tous les pays. Et même Valéry m'a écrit un jour en disant qu'un de ses livres, celui de 1924, était magnifique, et il ajoutait un mot qui vient rarement sous ma plume. Le certificat était bon, ça ne m'a pas fait écrire mieux ou plus mal, enfin c'était tout de même une réponse à cette espèce de suffisance des gens de métier, des professionnels, diplômés ou non, qui disent « moi je suis tel et tel et je me permets de juger ». Alors nous jugeons par un sentiment qui est fondamental en moi, c'est le sentiment d'intégrité, et je n'admets qu'il n'y a pas d'art sans intégrité, il n'y a d'ailleurs pas de vie sans intégrité. Et je n'ai jamais voulu me mettre dans la peau d'un faussaire parce que je me dis que c'est une chose trop difficile, je ne peux pas jouer du jeu. J'aime mieux ne pas avoir des ennuis de cette nature. Alors en art, par contre, rechercher l'intégrité, c'est courir après la pierre philosophale, c'est très difficile et c'est ce que nous avons cherché à faire. J'ai trouvé un industriel bordelais qui m'a dit « je veux prouver à mon pays que l'on peut réaliser le problème du logis ». C'était en 1923, mon livre « Vers une architecture » venait de paraître. Il m'a dit « je vais faire une preuve d'une maison de 18 000 francs ». J'ai dit « bon, il faut acheter d'abord une machine qui coûte 75 000 francs ». Alors il a été un peu suffoqué, 15 jours après il a dit « j'ai acheté la machine », puis j'ai acheté un terrain. On va commencer tout de suite avec 50 maisons. Et il a fait tout son possible, ce brave type, et il a semé la haine sous ses pieds, la jalousie, la férocité la plus implacable. Et j'en ai recueilli les éclaboussures, mais enfin on a fait la cité de Pessac, qui a été, lors de son inauguration, une chose absolument un petit paradis. Mais l'aventure qui est arrivée, c'est que on a refusé de donner l'eau dans cette ville parce que les maisons étaient réputées anti-humaines, pas des maisons pour les hommes, et ça c'était le Dixit, c'était le dire d'un directeur de la Compagnie des Eaux qui avait pris ça sur son bonnet. Alors le village est resté 8 années vide, mais pendant ce temps-là, le conseil municipal de Paris, lui, avait eu écho de ce qu'on faisait à Dessau. Mon collègue Gropius, qui est un grand architecte allemand de grand talent, qui a été refoulé par Hitler, et qui avait fait les lotissements de Dessau, en grande partie inspiré d'après les idées de Pessac. Alors le conseil municipal de Paris, dans sa sagesse, bien entendu, a décrété qu'il enverrait une commission à Dessau pour étudier l'architecture moderne qu'on avait appliquée en Allemagne. Et pendant ce temps-là, Pessac crevait et a crevé. C'est debout sur place, on ne sait pas ce qui s'y passe, mais enfin, ça crevote. On m'a fiché à la porte, on m'a refusé tout terrain. Et à la fin, il y en avait un qui avait été laissé de côté. Et un jeune type d'un cabinet de l'administration d'exposition m'a téléphoné, m'a dit « Monsieur de Corbusier, il y a un terrain ici, prenez-le tout de suite, venez aujourd'hui ». Et j'ai pris des zèbres de chez moi. Je leur ai dit « Prenez chacun une planche à dessin, un support, n'est-ce pas? Installez-vous sur le terrain dès 9 h du matin jusqu'à la nuit, c'était en février. Et vous y restez plusieurs jours, ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Et on n'a pas pu me le voler. Alors j'ai fait là le pavillon de l'Esprit Nouveau, qui est un truc d'avant-garde formidable pour l'époque. C'est tout l'ordre cellulaire de l'habitation locative qui est créé, et avec un faste étonnant, sans qu'il y ait la moindre idée de somptuosité, de choses comme ça.
Je suis en bagarre contre la décoration depuis longtemps. Toute ma jeunesse a été occupée à en faire et c'est pour en avoir fait que je suis devenu hostile. La décoration, c'est éminemment superficiel. C'est une chose plaquée dessus et qui occupe une place obsédante et immuable. Alors, dans les édifices publics, il est d'usage d'en faire pour consacrer les grandes personnalités reconnues par les grandes académies. C'est entendu, on n'est pas obligé de les avoir tous les jours sous les yeux. Mais, par contre, dans le logis, une décoration est obsédante et elle est là tout le temps. Je sais bien que les gens deviennent si inertes qu'ils finissent par ne plus même la voir. Et c'est là ce qu'il y a de fâcheux. Je rêve plutôt de personnes ayant une vie un peu stimulée et stimulante. Alors la peinture, la sculpture, la tapisserie sont éliminés définitivement de la maison. Voilà les journalistes, les télévisionnistes et les radiotistes, c'est que vous vous faites dire des tas de blagues, n'est-ce pas? Mais non, mais pas du tout. Seulement, si vous voulez bien regarder l'histoire de l'art pertinente dans les faits, en géographie et dans l'espace, vous verrez qu'on a aménagé de décors parfois discutables, les palais des rois, parfois les temples des dieux, hein, et qu'en général, il y a une surcharge souvent effroyable et très discutable, et que quand il y a l'intention de surcharger, c'est une faute considérable. Nous avons autour de nous des émotions d'ordre naturel qui sont très belles, c'est pour ça que je réclame celle de l'art le plus intense, mais je n'admets pas celle de la médiocrité. Je trouve qu'il y a de l'art et non pas de l'art décoratif. Et l'art, c'est la manière de bien faire, de faire épatamment. Et l'art décoratif, c'est en principe l'art de faire des choses à la secousse, à la vitesse, et de l'à peu près. Ça fait du ronron, ça fait du bruit autour de vous. J'aime mieux un galet fait par le bon Dieu sur la plage, ou un papillon, ou un bout d'os de boucherie scié nettoyé par la mer, qu'un objet représentant des colons qui s'embrassent ou des cendriers qui représentent un saint de l'église ou une sainte. Voisin, c'était un nom propre, c'était le nom d'un constructeur d'automobiles. Et les gens ont cru que c'était une illusion de l'optimisme que d'avoir baptisé Voisin. Et il est fait depuis 25, à vrai dire depuis 22, et il attend toujours. Et il est loin d'être en route. Mais par contre, les événements ont passé, et cette fois-ci, les yeux des gens s'ouvrent
Seulement, ils s'ouvrent un peu, ils sont exorbités devant l'ampleur du désastre actuel. C'est que maintenant, où l'inondation des circulations est partout, les solutions ne se trouvent pas comme ça instantanément. En 22, le principe était là, mais l'écorce était gênante. Et évidemment, les gens ont tout de suite regardé à l'écorce pour crier contre ce qui était dedans. Et actuellement, le monde entier est couvert de pustules qui s'appellent les grandes villes, qui sont devenues des monstres, à la manière de New York ou de Londres, même de Paris maintenant, c'est-à-dire 5, 7, 8, 12 millions d'habitants, de la pure folie. Et ces gens, ne trouvant au cœur des cités que des difficultés, du bruit, de la puanteur et une vie énervante, réalisent le sauve qui peut. Comme ils ne peuvent plus circuler dans leur ville, ils disent autant sortir de ville, on a aussi vite fait d'aller à 40 km que d'aller à 5 km en ville. Ceci étant admis, les villes ont 100 km de diamètre ou 60 km de diamètre, et le soleil, lui, tourne imperturbablement depuis toujours et depuis longtemps, à 24 heures par jour, si bien que les hommes essayent de courir après le soleil ou le soleil après eux, le raccord ne se fait pas et la journée devient extravagante. Mais c'est évident. Il s'agit donc d'arriver à supprimer le gaspillage des transports en commun, qui implique une vie impossible et épouvantable pour les populations qui sont assujetties, et qui coûte au pays, à l'économie d'un pays, des sommes fantastiques, et qui déprave purement et simplement la société qui s'y trouve livrée bien malgré elle. Et alors, pour remédier à cet état de choses, que proposez-vous? Je propose ceci, de réinstaller dans la vie de la civilisation machiniste les conditions de nature qui ont été perturbées. Les conditions de nature, c'est soleil, espace, verdure, facteurs cosmiques, de nature cosmique, moyennant lesquels on peut vivre et sans lesquels on crève. Alors, à ce moment-là, comment voyez-vous distribuer les habitations, les lieux de travail? Les techniques apportent des libertés, et que là où on ne pouvait pas aller auparavant, on peut y aller maintenant. De ce fait, vous faites la conquête des horizons, et au lieu d'avoir les vues à bout portant, de voisinage, d'avoir des villes qui, en même densité, sont faites de façades sur rues et de rues au pied des maisons, vous créez au contraire autour de ces édifices en hauteur, vous créez une libération de sol qui se chiffre par hectare, 2, 3, 4, 5, 6 hectares, n'est-ce pas? Et multipliez l'expérience, vous aurez une ville qui devient entièrement verte, et de chacune des fenêtres, et il ne s'agit plus de fenêtres, ce sont des baies et des loggias ouvertes de part et d'autre de l'immeuble, vous avez non plus la fenêtre d'en face, mais des prospects illimités avec des vues sur les horizons disponibles.
Le plan moderne, qui procède de la construction en acier ou en béton, c'est-à-dire de poteaux isolés, très localisés et de cloisons mises à volonté, ce plan est devenu ce que j'appelle le plan libre, c'est-à-dire qu'il n'est plus du tout comme autrefois conditionné par des murs qui se croisent à angle droit, lesquels formaient des pièces carrées, et ces pièces carrées étaient fermées par une porte ouverte par une fenêtre. Maintenant, le local est une espèce de contenant susceptible de recevoir un cloisonnement à l'intérieur de toute manière, et ce cloisonnement ne donne plus la pièce appelée le salon, la salle à manger, la chambre à coucher, etc. Ça donne des complexes de forme. Dans ces conditions-là, comme l'économie doit régner, vous pouvez, par le jeu précis, le jeu habile des dispositions des parois, des circulations à l'intérieur, des portes ouvrant et introduisant les personnages, par les hauteurs des pièces, par la couleur. Alors, vous pouvez à ce moment-là venir apporter une variété extraordinaire et vaincre des obstacles qui vous étaient imposés par la biologie de votre conception. La biologie sont les nécessités d'ordre pratique. C'est tout un mécanisme intérieur du logis, comme il y a un mécanisme à l'intérieur d'une voiture, autour du moteur, autour des engrenages, etc. Eh bien, quand parfois vous avez des éléments gênants, vous pouvez, par la polychromie, en jouer, les mettre soit en valeur, soit les écraser d'une chiquenaude ou d'un violent coup de poing. Vous les peindrez de sombre ou d'éclatant, n'est-ce pas? Et vous allez attirer l'œil comme un vrai prestidigitateur ou comme un grand comédien, là où vous avez envie de le conduire. Si bien que l'œil sera, que le personnage, le visiteur, l'habitant sera lui-même étonné de voir combien il a de liberté dans une chose qui est en somme très, très comprimée, son logis. La couleur est une chose admirable, c'est le sang que le bon Dieu a mis à disposition pour animer les choses visuelles. Et la couleur joue un rôle formidable du point de vue psychophysique, n'est-ce pas, tout à fait capital. Alors en architecture, la polychromie intervient. Et là, c'est encore une chose à net. Elle n'était pas tout à fait indispensable, même pas du tout indispensable quand on faisait la bâtisse en pierre, la construction en pierre avec la chambre carrée qui était rose, puis l'autre carrée ou rectangulaire qui était verte, et puis l'autre qui était bleue, etc. Ça faisait la chambre bleue, la chambre verte, la chambre rose. Mais quand avec le béton armé, on a fait des choses extravagantes, avec des bâtiments qui sont comme suspendus dans les ailes des nuages, et avec des parois qui ne portent plus, des perspectives inattendues, des espaces tout à fait inattendus aussi. Alors la polychromie permet soit un classement, soit un camouflage. C'est toute une science neuve qui est dépendante et qui est née, on peut dire, de l'emploi du béton armé. Alors comment avez-vous pu, par vous-même, sans être passé par aucune école, obtenir ces éléments scientifiques? Je vais vous dire le fond du sac. Je ne suis entré dans aucune école, je n'ai pas pu. J'ai vu les programmes, j'ai dit je n'entre pas. J'avais vu le Parthénon par terre, en grande partie par terre, de très près, à Athènes, n'est-ce pas? Et j'ai dit, ça ne s'est jamais enseigné dans les écoles. J'ai mon école ici, avec mes mains qui touchent les marbres, etc. Malheureusement, depuis le 19e siècle, même un peu avant encore, on a introduit l'architecture comme un phénomène spécialisé, comme une spécialisation pour certaines gens de la société, alors que l'architecture est l'émanation humaine fondamentale. Toute œuvre faite à l'échelle humaine constitue un maillon de la tradition. C'est que la tradition est faite de la chaîne de tous les maillons des événements révolutionnaires du passé successif. Et au fond, alors qu'appelez-vous l'architecture? Oh, l'architecture, c'est la mise en ordre. La mise en ordre. C'est une mise en ordre du problème pris en considération. L'architecture, le mot architecture, architecte, c'est récent. Le monde s'en est passé pendant des millénaires. Maintenant, on a tellement d'architectes pour tout qu'on est obligé de protéger leur vocation. Eh bien, c'est peut-être très très bien. Mais enfin, vous me demandez où est l'architecture, j'ai dit elle est partout.